Pas On de t'entend son. nickel, Vince. Nous, on t'entend Vous nickel. Ouais. m'entendez? Bon, ben, c'est très bien. Alors, je vais présenter un peu tout le monde. Euh, Anthony, tu es là, tu m'entends? Ouais, nickel, ça va Vince, ça va la room. Super, Bonsoir à tout le monde. super. Bonsoir à Bonsoir à tous. Gilles. Gilles, est-ce que tu m'entends? Gilles, J'entends pas Gilles, Oui, est-ce oui, désolé. que... moi je suis On là, me disait. je vous entends. Ah, super. Donc, Gilles, bonsoir. Et on a donc, ben, comme je vous disais, Allô? David, bonsoir. Bienvenue chez Massilia Football. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir les gars, merci pour l'invitation. Alors, comme je disais, on va essayer de revenir avec toi sur sur l'article que vous avez écrit à SoFoot. Mais d'abord, je vais te demander juste un petit peu de te présenter. Bon, moi, je vais expliquer en deux, trois mots. Donc, tu étais l'un des rédacteurs en chef des Inrecuptibles de 2016 à 2019. Oui, Et tu t'es aussi notamment spécialisé sur l'étude de l'extrême droite en France et tu as publié quelques ouvrages sur ce sujet. voilà, c'est Donc, ça, ouais. voilà. Donc, je sais pas, ben, raconte-nous un petit peu de ton parcours, ce qui fait que tu es arrivé à SoFoot, et puis après, on enchaînera un petit peu plus sur ben, le cœur du sujet, Jacques-Henri Hérault et l'Olympique de Marseille. Bah, j'étais rédacteur en chef des Inrocks et ça s'est terminé en 2019. Et après, là, j'ai écrit un livre qui est sorti en octobre 2020, qui était consacré au lynchage sur Internet et voilà, un peu les rouages de la mort sociale sur Internet. À travers à la fois les personnes qui se livrent au lynchage et aussi ses victimes. Et depuis quelques mois, là, je travaille à SoFoot et avec Franck Hanès qui a lancé le magazine, qui est le fondateur. On a Mhm. interviewé Jacques-Henri Hérault le 15 février dernier. Il se D'accord. trouve qu'entre-temps, bah, il a été écarté. Mais voilà, on a réussi à l'avoir de nouveau au téléphone et on a fait une enquête en fait sur les raisons pour lesquelles il a été écarté et sur le rôle qu'il va jouer à l'avenir au sein de l'OM parce qu'il est encore salarié et membre du conseil de surveillance. Et on a aussi fait un petit point sur la vente du club. Ok, super. Juste avant de commencer, j'avais dit je le ferai, donc je le fais. Je fais un coucou aussi à Forza OM qui sont des gens aussi qui font des lives sur Twitter. Ça fait partie de la famille. C'est des gens qui nous soutiennent et qu'on soutient. Donc voilà, je leur fais un petit coucou. Deuxième chose, est-ce que tu peux nous parler un peu de la ligne éditoriale de SoFoot? Parce que moi, alors personnellement, j'aime beaucoup SoFoot, je le dis, je trouve que c'est un magazine super intéressant, un peu décalé et très calé aussi sur le football. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce que c'est la ligne éditoriale de ce magazine, enfin de ce journal ou de ce magazine d'ailleurs? Alors après, moi je suis que pigiste, donc je suis pas vraiment un représentant de SoFoot, mais ce que je peux dire que c'est un football, enfin c'est un magazine qui a été lancé par Franck Hanez il y a une quinzaine d'années et qui en gros aborde le foot comme une culture et qui l'aborde donc à travers des portraits, des enquêtes, du reportage de manière journalistique, c'est-à-dire à travers énormément d'entretiens. Mais c'est aussi un journal qui aborde le foot de manière décalée et de manière assez humoristique. Ça se voit notamment à travers les légendes photos. Et Mhm. voilà, ils ont fait notamment récemment un numéro Maradona qui a fait beaucoup parler, qui a été en rupture de stock. Et bah, par exemple, dans le dernier numéro, ils ont quand même réussi à faire toute une enquête sur le Milan AC. Ils ont eu Paolo Maldini, Costa Curta. Pour les gens qui sont fans de l'Italie des années 90, ça doit dire quelque chose. Non, mais donc c'est un magazine qui est assez pointu sur le foot. On est d'accord. Est-ce qu'on peut dire que c'est les Inrocks du foot? Euh, je, je sais. Bah, disons que les Arocs, c'est plus de la critique culturelle, tandis que chez SoFoot et puis chez Society en général, il y a un vrai attrait pour le journalisme et l'investigation. Et le fait que dans énormément de papiers que de SoFoot, il y a souvent 10 intervenants, il y a une vraie recherche en fait. Et dans les Inrocks, c'est plus de la critique et c'est pas forcément des gens qui vont aller sur le terrain ou faire passer 10 000 coups de téléphone pour faire un papier. Mhm. Ah, déjà, je tiens à signaler que rien que les couvertures de SoFoot sont toujours excellentes et ça donne toujours envie de dévorer le magazine. Voilà.
Vraiment. Bon, très bien. Bon, au moins, ça, voilà. Bon, déjà, tu as des partisans de SoFoot. On va commencer un petit peu à rentrer un peu dans le vif du sujet. Je vais te demander d'abord de resituer un peu comment ça s'est passé l'interview, comment ça s'est passé pour que vous puissiez avoir cet entretien exclusif et aussi resituer un peu les choses parce que ça s'est passé il y a quelques jours, donc un peu expliquer à nos auditeurs voilà, le contexte à l'époque. Bah, moi, je vais tout vous raconter. En fait, moi, quand j'étais aux Inrocks, j'avais fait un portrait de Jacques-Henri Hérault lorsqu'il a été nommé, où j'avais un peu, voilà, essayé de dresser son parcours avant son arrivée dans le foot. Et ensuite, moi, je suis devenu pigiste à SoFoot et s'est posé la question, voilà, de l'OM. Et on s'est dit, bah tiens, ça serait peut-être bien d'essayer d'avoir Jacques-Henri Hérault. Il n'a pas parlé depuis longtemps. Il est au cœur de toutes les polémiques. Il est un peu seul contre tous. Et donc moi, comme j'avais ce contact avec lui qui avait été noué, je lui ai proposé. Et donc il a fini par accepter. Il était un peu réservé, mais bon, il a accepté de faire cet entretien. On l'a rencontré à Paris, dans des bureaux où il était seul. Il y avait juste un poster de Luis Gustavo et un casque de Brady, superstar du foot US. Et durant 2 heures, en fait, avec Franck Hanès, qui est le fondateur de SoFoot, on l'a pas ménagé. Même si bon, on pourra revenir après. Moi, je suis pas, je suis assez nuancé sur son bilan. Je sais que c'est Mhm. pas forcément populaire de le dire, mais voilà. Mais durant 2 heures, on l'a pas ménagé, et je pense que ça se ressent dans l'entretien. Et il a réussi, voilà, à répondre aux attaques. Bon, on peut juger ses réponses plus ou moins convaincantes, mais voilà, il a répondu à tout ça. Donc l'entretien s'est bien déroulé, sauf qu'ensuite, au moment de boucler, bah, quelques jours avant, il a été écarté. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a Parce été que obligé de. l'entretien, juste je te coupe David, l'entretien Ah, c'était le ouais, 15 février, c'est ça? c'était le 15 février. Et du Ok. coup, on a été obligé de revoir totalement le magazine et de boucler à l'arrache le week-end dernier D'accord. avec Franck Hanez. Mhm. Donc, c'était un peu dans le rush, comme on dit. Mais voilà, on a décidé de. Alors, Jacques-Henri Hérault m'a parlé un petit peu au téléphone, mais il pouvait pas trop s'exprimer. Ce qui fait qu'on a fait le choix de faire une sorte de papier un petit peu enquêté pour mettre à jour tout cela, qui raconte en fait pourquoi il a été écarté de son poste de président de l'OM. Et Ouais. voilà, on raconte ces derniers jours, à savoir qu'il ne s'attendait pas du tout à être écarté. Enfin le vendredi où l'annonce tombe, il calait des rendez-vous, il essayait de contacter le New York Times pour faire un grand entretien. Donc, Mhm. comme si de rien n'était, et puis finalement, McCourt l'a appelé pour lui dire, bah écoute, c'est terminé, tu vas passer au conseil de surveillance, mais tu seras plus en pôle, enfin en première ligne. Selon, Donc voilà. selon nos infos, il a appris ça aux alentours de 13h, 13h30, et les salariés ont été informés dans la foulée, une demi-heure, 1 heure plus tard, le Voilà, c'est ça. vendredi. Ouais, c'est Ouais. ça. Et donc Ok. après, moi, je l'ai eu au téléphone bah, la semaine dernière, enfin, je l'ai eu plusieurs fois, mais la semaine dernière, je dis mais, enfin, le vendredi en fait, il se fait écarter. Et le samedi, je l'ai eu au téléphone et il partait de Paris à Marseille en voiture. Et il m'a appelé, il m'a dit cette phrase qu'on a vue dans quelques reprises là. Moi, je le pensais abattu. Et il m'a dit non, mais la belle aventure continue avec Pablo et Franck. Je peux pas vous parler pour le moment, mais voilà. Ok. Ah, non, mais ça justement, c'est intéressant, le fait qu'ils disent que l'aventure continue. Est-ce que justement, toi, tu l'interprètes comment sur ce plan-là? Pour toi, c'est de la com de JHE ou s'il est encore réellement dans le club? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. En fait, d'après ce que j'ai compris, c'est que Jacques-Henri Hérault va continuer à jouer un rôle pour. En fait, il fait partie du conseil de surveillance de la LFP. Mhm. Donc ça, il va continuer à jouer ce rôle. Donc c'est un rôle qui est plus au niveau des droits télé, au niveau de la réforme du football français, et à savoir aussi qu'il a un très gros réseau dans le foot et dans la politique. Et McCourt compte là-dessus. Et il est aussi à l'UEFA, il est membre de la commission des conflits et c'est le représentant de l'OM sur la scène européenne. Et donc ces rôles qui sont des rôles plus politiques, il va continuer à les jouer
Alors après, je pense qu'il sera moins dans les mains dans la gestion quotidienne du club, ça c'est certain. Moins dans le sportif, en fait. C'est ça, ils vont dissocier la partie Longoria sportive et la partie instance pour Jacques-Henri Hérault. Tout à fait. Mais il y a un truc qui est passé un peu à la trappe, c'est que je pense que c'était déjà une volonté de Jacques-Henri Hérault de prendre de la distance. Et il comptait déjà prendre un peu de hauteur et laisser Pablo Longoria gérer le sportif et, entre guillemets, le quotidien. Mais bon, en fait, je pense que là, c'était plus possible, même qu'il garde le titre de président de l'OM, Alors, compte tenu des événements qui se sont déroulés ces moi, derniers jours. j'ai une question. Est-ce que on avait entendu parler comme quoi à l'époque, Hérault avait donné sa démission à Franck McCourt? Est-ce que tu as eu des retours sur ça, oui ou non? On n'a jamais su si c'était officiellement vrai. Donc, Si Jacques-Henri Hérault a donné sa démission, ouais, il y avait eu il y avait eu un papier, je crois, qui était sorti, enfin une info comme quoi, à l'époque, il avait donné justement pour prendre du recul et Il y a quelques ça, temps de ça. j'ai C'est pas eu l'année dernière, d'informations ça. là-dessus. Mais moi, non? ce qui m'a fait Ok, comprendre, c'est qu'il voulait continuer avec l'OM pour l'instant. ouais, d'accord. Ok. Ok, donc justement, on va revenir encore. Bon, on en a beaucoup parlé, mais juste pour avoir ton impression aussi, quand tu dis avec les événements qui se sont passés, il ne pouvait plus rester. Donc ça veut dire qu'en gros, c'est McCourt qui estimait que, vu le contexte actuel, JHE n'était plus l'homme de la situation, ou même JHE lui-même était, lui aussi s'est dit je vais partir. Parce que d'un côté, tu me dis qu'il n'était pas au courant, mais d'un autre côté, il correspond vraiment, enfin, dans ce que j'ai lu dans l'article, à ce que veut McCourt, c'est-à-dire quelqu'un de dépassionné et de pragmatique. Je pense que lui, s'y attendait pas, peut-être que ça correspond à ses envies profondes, parce que faut. Alors après, c'est mal vu de dire ça, mais il en a quand même pris plein la gueule. On n'imagine pas ce que c'est que de recevoir des milliers de messages, de menaces de mort, des banderoles partout. Après, il a fait des erreurs de communication assez importantes, mais il était quand même, il était dans une lessiveuse, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient pu tenir debout après ça. Alors après, il est en partie responsable de tout ça, mais malgré tout, il a vécu un déchaînement assez sans commune mesure. Donc, je pense que lui, au fond de lui, ça le satisfait, mais il s'attendait pas du tout à cette décision-là. Après, ce que je voudrais dire, c'est que la décision de Agora OM et, et la mise en demeure des supporters, en fait, c'est assez facile de cibler JHE, mais c'est quand même quelque chose qui a été validé et préparé par Image 7, qui est la cellule de communication de Franck McCourt. Ouais. Et Franck McCourt lui-même a demandé d'agir, en fait. Il a comparé l'invasion de la commanderie à l'invasion du Capitole avec les partisans de Donald Trump. Et il a demandé des sanctions, il a demandé une réaction. Et donc, du coup, JHE, il a saisi la balle au bon. Mais il n'est pas seulement responsable, il est en partie responsable, mais pas totalement responsable. On lui a demandé de prendre des sanctions. Après, c'était très maladroit. Ce qu'on explique dans l'article, c'est que ces images de la commanderie ont ému, entre guillemets, la France entière. Il y a eu un moment où, en fait, Jacques-Henri Hérault pensait avoir gagné la partie. Et au lieu de s'arrêter là, en fait, il s'est dit, non, il faut aller au bout, dissoudre les ultras. Et c'est là, en fait, où il a fait une erreur. Et à la fois une erreur de communication et une erreur, sans doute, de relations sociales. C'est-à-dire que, alors qu'il avait gagné, entre guillemets, la partie sur la bataille de l'opinion, tout le monde s'est retourné contre lui, et pour différentes raisons, et notamment pour des raisons politiques, parce que tout le monde politique a soutenu les groupes de supporters. Et d'un seul coup, il s'est retrouvé totalement esselé, et donc là, McCourt s'est dit que c'était plus possible. Ouais. Ok. Donc, et alors, par exemple, quand on voit, parce que tu dis que Image 7 est beaucoup intervenu, qu'est-ce que tu penses de leur stratégie justement? C'est parce que dans l'article, vous dites que le projet Agora, c'est à l'initiative d'Image 7. Est-ce que c'était pas la pire maladresse qu'ils pouvaient faire après ces événements, justement? Pour moi, c'est une erreur monumentale. Déjà, le nom est totalement abscon, le projet est totalement vaporeux. En plus, quand on lit le projet Agora, c'est de proposer, entre guillemets, de définir ensemble ce que doit être le supporterisme à Marseille. Bon, déjà, c'est être totalement hors sol. Mais en plus de ça, entre guillemets, c'est de dire, bon, on va ensemble, on va réfléchir. Et alors ils font cette proposition, entre guillemets, dans le même temps, ils envoient des lettres de mise en demeure. Donc, d'un côté, on tend la main, et de l'autre, on braque un revolver. Donc, pour moi, c'est ce qu'il pouvait y avoir de pire.
Et c'est très très mauvaise décision, quoi. Est-ce que pour toi, David, il a fait plus d'erreurs de com que d'erreurs de gestion? Alors là, c'est là où les gens du forum, enfin du live sur Twitch vont me tuer. Pour moi, il a fait des erreurs de com assez importantes. On les a en tête. Il y a des erreurs de com, enfin qui ne sont pas forcément. Et par exemple, il explique dans l'interview le fameux but qui compte double. En fait, il explique que c'était un live qui avait lieu à Paris où il s'agissait de réfléchir aux enjeux du football moderne. Et donc tout le monde disait des propositions plus ou moins bizarroïdes. Donc par exemple, juste avant Jacques-Henri Hérault, il y avait Wenger qui disait on va jouer avec des robots, le footballeur de demain sera un footballeur augmenté. Et lui, dans cette foulée-là, il a proposé un but qui compte double. Pour moi, qui est une proposition absurde, mais qui, en fait, quand on recontextualise, permettent un peu plus. Je suis d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas celle-là. Oui, je comprends. Celle-là, honnêtement, celle-là, elle est discutable et on peut la recontextualiser. Mais attends, excuse-moi, Anto. Mais celle-là, c'est vrai qu'on peut la mettre à part. Mais il y a eu quand même des erreurs de com. Moi, je parle vraiment des erreurs de com en conférence de presse. Ça a commencé avec la tisane. La tisane, à la limite, on peut faire de l'humour aussi. Puis à Marseille, on aime bien faire de l'humour. Moi, c'est plus ce qu'il a dit en live sur le fait que les résultats sportifs impactait les salariés, que c'était compliqué d'être salarié supporter de Marseille. Il avait dit aussi sur l'OM des magouilles, qui est là, qui peut être vu vraiment comme un affront et piétiner les heures glorieuses de l'OM. Ça, c'est des vraies erreurs de com pour moi. Et son intervention dans Téléfoot derrière des vitres, des bris de vitres, comme si on était dans un décor de désolation, tu trouves pas aussi que ça, c'est un peu pousser le bouchon un peu loin? Si, non, mais en termes de com, c'est là où il a le plus pêché. Alors après, en fait, ce que j'aimerais dire, mais qui est aujourd'hui totalement inaudible, c'est que, en fait, il a fait des erreurs de com, effectivement, et même le projet sportif n'a pas eu la bonne orientation, parce que au début, il s'est beaucoup appuyé sur Andoni Zubizarreta et Rudy Garcia, qui avaient une vision à court terme. Avec des joueurs plutôt âgés. Et aujourd'hui, on fait totalement l'inverse avec Pablo Longoria et avec de la post-formation. Et on a en plus des joueurs âgés qui ont un gros salaire, etc. Mais ce qu'il a fait et qui est intéressant et que, bon, je trouve qu'il devrait quand même être un peu mis en avant pour nuancer son bilan, c'est qu'il a récupéré toutes les clés de la formation. C'est-à-dire que quand il est arrivé à l'OM, selon Jacques-Henri Hérault, il pouvait à peine, le patron sportif pouvait à peine nommer l'entraîneur de la réserve. Il n'avait pas la main sur les U17, sur les U19. Donc là, il a repris, c'était l'association OM qui gérait tout ça. Il a repris la main sur tout ça. Il a augmenté le budget de formation de 45%. Il a noué des partenariats avec des clubs locaux. Il y en a effectivement qui sont partis, mais pas tous. Il y a quand même une dizaine qui restent. Il a maillé le territoire africain et il y a aussi des partenariats qui ont été noués avec Dembars, là, dont vient notamment Dieng. Il a, je pense, professionnalisé un petit peu pas mal de choses dans le club et il a repris la gestion exclusive du stade, il a amélioré l'éclairage, etc., etc. Et il a fait des choses qui sont peut-être anecdotiques pour certains, mais je pense qu'il a essayé de professionnaliser le club sur certains trucs qui avaient été laissés en friche. Après, sur le reste, sur le sportif, les résultats sont en demi-teinte et pas à la hauteur de l'investissement. Et sur la com, c'est là où effectivement son bilan est le plus discutable. Mais alors, moi, les gars, je vous coupe 2 secondes. Déjà, je vais remercier tous ceux qui s'abonnent, tous les subs et tout. Merci à vous, les gars, c'est super, super. Ça nous donne de la force et ça nous permet de développer le média. Deuxième chose, les amis, Hichem sera là ce soir. Il a un petit peu de retard. Ah ben, il vient d'arriver, donc je vais je suis là. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. J'étais tellement à fond sur JHE, tu vois, Hichem, que je t'ai même pas vu arriver. Salut, bonsoir tout le monde. Voilà. Salut, Hichem. Et je vais te demander une dernière chose parce que je vois beaucoup passer dans la room. Il y en a qui disent SoFoot, c'est les avocats de JHE. Est-ce que tu peux leur répondre? C'est pas fair play. Et voilà, si tu peux leur répondre, voilà. Après, chacun son avis. Déjà, je représente pas SoFoot parce que je suis juste pigiste là-bas et je donne juste mon avis personnel. Et en fait, je dis pas que comment dire. Ce qui est compliqué, en fait, moi aussi, je suis quelqu'un de passionné, j'aime bien ce club, mais
faut essayer d'avoir de temps en temps. Enfin, on dit si j'ai réagi comme ça ce soir, c'est que j'ai lu beaucoup de messages qui disaient que c'était le pire président du club. Et j'essaie de juste mettre en lumière quelques domaines qui vaudront peut-être dans quelques années une petite réévaluation. Je dis pas que son bilan est bon, mais je dis qu'il a fait quelques trucs aussi qu'on peut mettre peut-être en avant pour nuancer un peu les critiques actuelles. Après, comme je l'ai dit, il a fait énormément d'erreurs de communication et le bilan sportif n'est pas à la hauteur. Donc, le bilan la mission n'est pas remplie. Justement, moi, c'est sur ce point-là que je veux plus appuyer, parce que les gens, ils sont beaucoup dans les erreurs de com et autres. Moi, personnellement, même s'il y a eu des erreurs de com, c'est vraiment sur l'aspect sportif. Par exemple, les salaires donnés aux joueurs au début du projet. Et le fait de prolonger Garcia quand ça n'allait pas forcément bien. C'est plus tout ça. Moi, après la com, bon, ça, c'est vrai que c'est un point aussi peut-être négatif, mais c'est pas sur ça que. Moi, c'est vraiment l'aspect football qui m'intéresse. Au-delà de l'homme, moi, c'est le bilan sportif. Il faut souligner aussi, excusez-moi, il faut souligner aussi sa gestion de l'humain aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que à la commanderie, il est vu comme Poutine, comme dirait un certain ami Pavrégil. Donc, il faut bien le souligner, ça, que c'est quelqu'un qui, sur ses employés, il laisse rien passer, il est d'une humeur irritable, il est toujours irritable, il est toujours... et je sais qu'à la commanderie, il y a énormément de monde qui le craignait, qui ne le supportait plus, parce que il a ce besoin de se sentir supérieur à tout le monde. Bah, peut-être, ouais, ça, je ne sais pas. Après, c'est vrai que sans le savoir, c'est vrai, ça, David, c'est vrai que c'est un sentiment qui revient à chaque fois dans la bouche des supporters et même un peu des spécialistes. Il y a un côté comme ça où on a l'impression que Jacques-Henri Hérault, il sait mieux que tout le monde. Et quand tu as l'impression qu'il te tient ce discours et que derrière les résultats ne suivent pas, c'est comme si tu avais creusé, tu vois, ta tombe un peu avant de commencer, quoi. Et c'est mal connaître le sérail aussi marseillais, parce que vaut mieux essayer de faire profil bas et d'avoir des résultats et après d'avancer que l'inverse. Donc là où je suis d'accord avec vous, c'est que il y a un manque d'humilité. Je sais pas ce qui est réel ou pas, mais qui est de sa part et qui a été ressenti par beaucoup. Et le problème, c'est que je pense que c'était quelqu'un qui connaissait pas vraiment le football lorsqu'il est arrivé. Et il a délégué à des gens comme Rudy Garcia ou Zubizarreta qui n'ont pas été des experts, pour moi, qui ont plombé totalement c'est ça. sportif, quoi. Mais c'est pour ça que tu as raison sur le coup de la tisane. Moi, personnellement, par exemple, à l'époque, quand il fait le coup de la tisane, moi, si derrière, il me ramène des joueurs sur le terrain qui sont compétents et qu'on se qualifie en Champions League et autres, moi, tu vois, c'est aussi ça la magie du foot, c'est l'instant T. C'est-à-dire que, et c'est pareil, mais avec Dessy, malheureusement, on fait le monde. Mais au-delà de ça, on en a souvent parlé, on a souvent dit que s'il avait eu l'arrogance mais la compétence, était oublié et pardonné. Le problème, c'est qu'on a eu l'impression qu'il n'avait pas la compétence. Donc, du coup, il cumulait des tares. Et là où vraiment on a l'impression qu'il y a un vrai complexe, et il y a un vrai problème à se situer par rapport à ses prédécesseurs notamment, c'est à chaque fois qu'on évoque Tapie. Et moi, il y a un passage qui m'a frappé dans l'interview, c'est le passage où il parle de Bernard Tapie. Comment il peut imaginer que Tapie soit jaloux que d'autres personnes possèdent le club ? Surtout avec ce qu'il est en train de vivre et surtout avec ce qu'il a accompli. Je pense que là, on est carrément dans le délire du personnage. Et c'est pas la première fois en évoquant Tapie, on le sait. Ouais, je pense qu'il voit dans Tapie quelqu'un qui, à l'origine, entre guillemets, par rapport à l'histoire, il a une vision de lui-même qui est assez... Mais ça, ce complexe d'infériorité, il a fait avec non, c'est je le vois moi comme un complexe d'infériorité. C'est pour ça qu'il est, voilà. Ce complexe d'infériorité, il a même au niveau de Diouf. Nous, on sait des choses par rapport à Diouf que Jacques-Henri Hérault disait. C'est aberrant. Et pourtant, c'est des gens qui ont réussi à l'OM, que ce soit Bernard Tapie ou que ce soit Pape Diouf, que paix à son âme. Mais c'est des gens qui ont réussi à l'OM. Et au lieu de prendre l'exemple sur ces gens-là, il est arrivé en disant « Moi, je ne suis pas comme eux. Moi, vous verrez.
moi je suis meilleur qu'eux. Et ça, c'est ses paroles. Après, c'est que quand je disais que c'était pas le pire président, moi j'ai le souvenir de la période de la Brune et de comment s'est terminée en fait cette période-là où il a quasiment vendu tous les joueurs du club et à la fin on avait une équipe quand même assez. Enfin, quand McCourt arrive, faut se rappeler la tête qu'a l'équipe. Hein. Bien sûr, et bien sûr. c'est ça Mais aussi. de toute façon, moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est que ça fait des années, mais vraiment des années, que l'OM, il y a soit des guerres d'ego, soit des guerres de président avec directeur Non, sportif. mais, Et c'est ça le problème. mais Momo, très sincèrement, en revenant sur la Brune, c'est vrai que pour moi, ça n'a pas été un bon président de l'OM, mais la Brune, avec des moyens, il aurait nettement fait mieux que Jacques-Henri Hérault. Déjà, la Brune, c'est un connaisseur de ballon. De un. De deux, la Brune, il se serait jamais fait. La Brune, jamais il signe Strootman à 500 000 euros par mois. C'est impossible. Ouais. Il est très, très, très fort pour ça, la Brune. Et c'est quelqu'un qui t'a ramené des joueurs comme Mendy, comme Mboula, comme des gens qui aujourd'hui, ils sont à Manchester City. Voilà. Et aujourd'hui, la Brune, moi, je suis sûr que si c'était la Brune, on lui donne 200 millions d'euros. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation-là. Et le problème, c'est qu'on n'attend pas d'un président de club qui fasse le recrutement. Mais le problème, c'est que je pense que Hérault, il aurait été bon en directeur du business, quoi. Voilà, exactement. Quelqu'un qui soit, lui qui s'occupe du développement, à la limite je de récupérer entièrement d'accord les avec droits à droite à gauche et tout ça, de la partie politique en fait. Et à côté, il aurait fallu quelqu'un qui effectivement connaissait bien le football. Exactement. Mais en fait, c'est ça. Mais c'est absolument ça. L'OM a besoin d'un président qui se met un peu plus à l'écart, qui doit représenter quand même le club, mais a besoin d'un homme fort du sportif, parce qu'un club de foot, la base, c'est quand même le sportif. Et c'est ce que tu vois justement, c'est ce qui est intelligent aussi en Angleterre, c'est qu'en Angleterre, ils prennent carrément l'entraîneur pour faire le manager et qui gère tout. Mais bon, c'est pour ça qu'il nous faut un directeur sportif fort et qui permet de gérer le sportif. Et normalement, on n'a même pas à parler. Je pense qu'on est un des clubs au monde où on parle le plus des présidents. Vous voyez ce que je veux dire? Et normalement, ça devrait être le sportif qui devrait être en avant. Et pour ça, il faut un directeur sportif fort. Et c'est vrai qu'à l'époque, l'erreur de casting, c'était pour moi aussi Zubizarreta et Garcia. Et ça, on peut pas. Si on avait eu Luis Campos, je pense que tu vois, le projet, il aurait pris une autre tournure, quoi. Tu prêches à convaincu. Évidemment. Mais le problème, c'est qui c'est qui nomme Garcia et Zubizarreta? C'est bien Jacques-Henri Hérault. Bien sûr. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais je suis d'accord. En fait, c'est ce que je disais au début, c'est que il connaissait pas assez le football et il a misé sur les mauvais chevaux. Et ces chevaux, Zubizarreta, après, rien apporté, quoi. Après, je suis certain. Vous allez me dire que je bloque sur Hérault, mais il n'y a pas que du mal à dire sur lui, loin de là. Mais je suis sûr que, encore une fois, avec un président qui a de la poigne et qui connaît le football, Rudy Garcia et Zubizarreta, ils auraient eu une autre attitude. Peut-être. C'est-à-dire qu'il a trop laissé les pleins pouvoirs à Rudy Garcia. Et Zubizarreta, il faisait rien du tout. Mais quand je te dis rien du tout, c'est-à-dire que Zubizarreta, plusieurs fois, il a proposé des jeunes joueurs, des petits Espagnols ou même des petits Italiens. Et Rudy Garcia avait le monopole sur le recrutement. C'est-à-dire que normalement, un directeur sportif, son rôle, c'est de te trouver les joueurs. Bien sûr, en accord avec l'entraîneur, mais si tu prends un directeur sportif comme Zubizarreta, qui sort du Barça, le Barça qui est une très 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 bonne école de football, le mec il sort donc du Barça. Si tu lui demandes d'aller chercher des Strootman et des Sertic, il sert à quoi le mec? C'est des gens qui ont fait déjà des carrières. Strootman, il est venu à 30 quelques années, pareil pour Sertic. En fait, le Zubizarreta, il est venu, entre guillemets, il s'est fait avoir. Parce que lui, il n'a pas été utilisé à bon escient, en fait. Voilà. Ouais, mais les gars, attendez, les gars. Là, moi, je suis d'accord avec vous. Mais de une, je trouve que Zubizarreta, à l'époque où il était au Barça, certes, il était au Barça. Mais bon, je pense que même si ça aurait été pas Zubi, ça aurait été un autre pour signer Neymar ou quoi, quand t'es le Barça en tant que VRP, je pense que c'est un peu plus simple, premièrement. Et deuxièmement, c'est surtout que Zubizarreta, c'était aussi à lui,
en tant que directeur sportif, justement, un directeur sportif, c'est le directeur qui doit gérer tout le football. Comment dire, de taper sur la table, entre guillemets, et de dire voilà, maintenant, moi, c'est soit je continue l'aventure et j'apporte mes idées, soit. Parce qu'il est quand même resté combien de temps, Zubi? Il est quand même resté pas mal de temps, et c'était aussi à lui de se mettre en avant, quoi. Même les gars, je veux juste faire réagir David un peu sur une phrase qui m'avait marqué un peu dans l'interview parce qu'on parle de Strootman. Qu'est-ce que tu en penses, toi, quand tu as un président de club qui t'explique que si on avait 11 Strootman sur le terrain, on gagnerait beaucoup de matchs? Ah, ça m'a fait rire, ouais, mais. C'est exceptionnel quand même de raconter ça. Faut avoir un aplomb et. Alors, soit une méconnaissance, soit vraiment être imbu de sa personne pour dire des bêtises comme ça et s'entêter jusqu'au bout. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'en gros, en termes d'engagement et d'application à l'entraînement, c'était un exemple pour ses autres joueurs, enfin pour ses autres collègues. Mais c'est vrai que c'est. Mais ça aussi, dans mon village, comme ça, hein, mais c'est pas pour ça qu'il joue à l'Olympique de Marseille. Hein. Non, je sais bien. Moi, je trouve que c'est une connerie d'avoir dit ça et c'est une connerie monumentale d'avoir pris Strootman. C'est peut-être la pire erreur du mandat de Hérault, quoi. C'est ça. Pour aller dans ton sens, David, c'est la pire erreur, mais non pas sur le plan sportif, mais surtout sur le plan de la pyramide des salaires. Parce que c'est la pointe de la pyramide des salaires de l'OM. C'est-à-dire que plus tu mets un salaire élevé en haut, plus ça va avoir une valeur inflationniste sur tous les contrats qui sont en dessous parce qu'ils vont s'appuyer sur la valeur la plus élevée du club, qui est Strootman. Donc c'est une erreur et une hérésie dans le club si tu veux construire un système économique pérenne en fait. Une erreur structurelle. Voilà. Et pour aller dans ce sens-là, toi quand tu l'as interviewé, un peu sur son bilan, sur ce qui s'est passé et tout, moi de ce que je retiens de l'interview, la seule erreur qu'il reconnaît Jacques-Henri Hérault, c'est qu'il n'aurait pas dû dire qu'il y avait trop de salariés marseillais au club. Il a reconnu à demi-mot que c'était une bêtise. Mais tout le reste, il n'admet rien. Est-ce qu'il n'aurait pas gagné des fois à dire « je me suis trompé et je vais réorienter mon projet ». Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Mais alors, je sais pas, en fait, je sais pas si il se dit que en lâchant du lest, il va se faire accabler. Donc, du coup, il faut quasiment mentir ou dire le contraire de ce qu'il pense. Parce que je pense qu'au fond de lui, il sait que Strootman, c'était une banane et que c'est une erreur monumentale. Il est pas bête. Je pense qu'il en est convaincu. Mais il répond à côté, quoi. Alors, je pense que, ouais, il aurait gagné, en fait, à reconnaître certaines erreurs et à faire un peu profil bas sur certaines choses. Mais bon, il a pas voulu le faire. C'est son choix. Mais je pense qu'on gagne tout le temps à reconnaître ses erreurs, qu'à la fois quand on est journaliste, quand on est président de club, quand on est joueur. Donc ça élève les gens. Et bon, il n'a pas voulu vraiment le faire, quoi. Je trouve. Vas-y, Gilles. Vas-y. Non, vas-y. Après, non, mais c'était juste pour extrapoler par rapport à ça. Je trouve qu'on est dans un monde maintenant où il y a deux choses qui s'opposent. Tu as les gens qui veulent entendre des vrais discours, même si tu te trompes, ils te pardonneront. Et tu as l'autre partie où c'est que la partie communication. On ne peut pas admettre qu'on s'est trompé, sinon on va perdre du business. Sinon. Et je trouve qu'on est dans l'opposition de ces deux styles et que Jacques-Henri Hérault, il a pris le mauvais côté finalement. Il n'a pas compris qu'à l'OM, il faut dire la vérité parce qu'on n'est pas naïf, tu peux pas tout raconter. Mais admettre tes erreurs, c'est aussi faire un pas vers tes supporters. Ouais, et là, il y a quelqu'un qui, sur le live, disait qu'il a raison, que quand Strootman a signé avec Luis Gustavo, on parlait mais il y a plein de journalistes qui disaient putain, on va avoir les deux meilleurs récupérateurs du championnat, c'est dingue et tout. Mais moi, quand j'ai vu ça au début, je me suis dit oula, ça a de la gueule, quoi. Et honnêtement, j'avais pas vu ces matchs à la Roma. Et je connaissais Strootman, je l'avais déjà vu jouer, mais j'avais pas vu sa dernière saison dans le détail. Et je savais pas non plus le salaire qu'il allait toucher. Et mais avec le recul, c'est une erreur. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui vont dire, si on reprend, je pense, les débats de live sur l'équipe TV ou d'autres chaînes, ou même les articles de journaux quand Strootman a signé, au début, tout le monde disait que c'était un bon coup. Et en fait, bon, c'était pas un bon coup du tout. Et j'en faisais partie. Monumental, mais bon, personne va le refaire. Tu as entièrement raison. Après, sur. Et là. Ah, vas-y, Gilles, vas-y. Non, vas-y. Gilles, et après, Anto, tu prendras la parole, pas de souci. Ouais, vas-y, Gilles. Non, c'est là où finalement intervient le rôle de la com. Tout dépend de la manière dont tu présentes ensuite les choses. Moi, je me souviens de la présentation de Payet, on avait l'impression qu'il avait recruté Ronaldinho juste après son ballon d'or.
Voilà. Et encore une fois, Payet, moi, je trouve que c'est plutôt presque, enfin, c'est sans doute notre meilleur joueur. Je suis pas contre, je suis pas un anti-Payet, mais c'est la manière dont ensuite tu vas présenter le recrutement, comme le projet, comme, enfin, on va pas revenir sur toutes les erreurs et les inepties qui ont été produites par cette direction, mais ensuite, forcément, ça crée de l'attente, ça crée du désespoir quand les attentes ne sont pas à la hauteur, et forcément, il y a ce décalage entre l'espoir et l'envie, le désir que tu as suscité et la réalité. Moi, très sincèrement, je pense, excusez-moi, je pense que moi, j'aime beaucoup Payet, mais vraiment, depuis son premier passage à l'OM. Mais quand tu viens d'acheter un club et que tu démarres un projet, la première erreur pour moi, ça a été Payet. Tu mets pas 30 et quelques millions sur un joueur que tu as fait partir il y a un an en arrière. Sa première erreur, elle a été là. Tu aurais mis les 30 millions sur deux jeunes joueurs, Haaland, par exemple, quand il était en Allemagne, il faisait 12 millions, je crois. Ouais. À l'époque où il était à Leipzig. Mm-hmm. Donc, Haaland, c'était compliqué parce que, comment dire, il était en. Non, Haaland, il était à Salzbourg. Non, il était en Autriche. Il était en Autriche, ouais, mais il y avait déjà dans son contrat, il y avait déjà des choses de prévues pour qu'il joue en Bundesliga après. Oui, donc, c'était vachement compliqué. C'est un exemple, tout ça pour dire non, que mais t'as raison, t'as absolument raison. Quand tu arrives sur un club, soit parce que c'est simple. Nous, quand je dis nous, c'est les Marseillais. On est connaisseurs de ballon. Ça veut dire que quand ton nouveau propriétaire, il arrive, son premier recrutement, c'est un joueur à 30 millions, tu te dis quoi? Tu te dis que derrière, ça va suivre. Ouais, c'est clair, ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Mais tu sais que j'avais eu Zubizarreta à l'époque, et il m'avait expliqué que Hérault lui avait mis la pression. Il a dit on va recruter Payet, et Zubizarreta a dit bah ouais, au mercato d'été. Non, on recrute tout de suite. Et lui, il disait, mais c'est impossible de recruter en un mois, faire une opération à 30 millions. Et Hérault lui avait mis la pression pour le faire parce qu'il voulait envoyer le signal que voilà, ça va être des gros investissements. Et c'est vrai qu'on a été déçus. C'est ça. Alors que s'il aurait commencé doucement, il aurait fait un recrutement ou deux pour combler les trous à droite, à gauche. Je pense qu'il aurait mieux démarré son projet. Que là, il a mis 30 millions sur un mec. Il lui a donné 400 et quelques mille euros de salaire. Derrière, il met 27 millions ou je ne sais pas combien sur combien il a fait Strootman. C'est 28, je crois. Ouais, 28. Derrière, il lui donne 500 000 euros de salaire. En 4 recrutements. Alors, en 4 recrutements, ça a été terminé. Il n'y avait plus d'argent. Alors attends, je prends ce que dit Hichem promis, après je te laisse la parole. Ouais, non, il y a aussi le côté où, donc, comme dit Hichem, et en plus de ça, par exemple, qui te raconte même à toi, David, encore là dans l'interview, que par exemple, un mec comme Diego Costa, on était à 2 doigts de le faire et tout. Tu vois, des fois, on a un sentiment de foutage de gueule du côté des supporters. Est-ce que tu le comprends? Même quand toi, il te dit on aurait pu faire Diego Costa, est-ce que tu y as cru réellement? Bah, il disait qu'en gros, Diego Costa était prêt en fait à baisser son salaire. Donc peut-être que c'est possible. J'en sais rien. Je pense qu'ils ont aussi approché Giroud, mais ça n'a pas été au bout. Et puis bon, après, je sais pas s'ils s'est retrouvés après avec Mitroglou ou c'est après Mitroglou qu'ils ont cherché Diego Costa, mais c'est vrai que je sais pas. Je pense qu'il est sincère quand il dit ça, mais est-ce qu'ils sont vraiment mis les moyens pour avoir un buteur Mais il y a des choses que je comprends pas dans la gestion sportive. Il y a vraiment beaucoup de. Bien sûr, ils ont de toute façon, ça a été simple. Hein. Ils ont toujours été dans la réaction plutôt que dans l'action. C'est-à-dire que leur rôle, c'était justement de prévoir comment tu peux avoir un projet sans attaquant. C'est impossible. Ouais. Un buteur, tu peux pas construire un projet. En plus, tu l'appelles champion project. Tu peux pas construire quelque chose sans buteur.
tu peux pas construire quelque chose quand dans ton équipe, tu as deux mecs à droite et à gauche que même si ils jouent pas, ça veut dire que même pendant 90 minutes, ils marchent, ils savent que derrière, il n'y a pas de concurrence. Tu peux pas. Tu peux pas. Il n'y a pas de compétitivité, en fait. Ouais, mais en plus, je vais appuyer ce que dit Hichem dans l'incohérence. Je reviens vite fait sur Strootman et après, on pourra, je pense, passer sur un autre sujet. Mais concernant Strootman, là où les auditeurs et même dans les journaux, on disait ouais, Strootman, c'est quand même un bon joueur ou autre. Il faut savoir qu'en fait, Strootman, c'était vraiment un top milieu à l'époque. Mais après, il s'est fait les croisés et blessure au genou. Et de là, sa carrière a totalement changé. Et c'était régulièrement qu'il se blessait. Et c'est pour ça qu'après, le choix n'a pas forcément été bon. Donc, le nom, oui, il est resté parce qu'il avait fait de grosses saisons avec la Roma, même avec la sélection. C'est un joueur qui montait en Europe, mais derrière. Après, je suis peut-être d'accord avec Jacques-Henri Hérault quand il dit si on avait 11 Strootman, ça aurait été meilleur. Je pense que quand il dit ça, il parle de l'état d'esprit du joueur. Parce qu'il faut dire la vérité, ce mec-là, il a été irréprochable. Faut être honnête. Il faut savoir que pendant le confinement, par exemple, il a payé de sa poche des équipements aux jeunes du centre de formation pour qu'ils gardent la forme. Ça, il n'était pas obligé de le faire, il l'a fait. Et ces choses-là, dans l'état d'esprit, c'est vrai qu'il a été irréprochable. Et ça, personne ne peut lui enlever. Après, à l'OM, on ne te demande pas d'être, entre guillemets, je préfère un joueur perturbateur, mais que quand il rentre sur le terrain, il plante, qu'un joueur irréprochable, mais que derrière, on est perdu avec lui. Ouais, mais c'est sûr. Bon, les gars, je vais essayer. Là, c'est qu'on s'emballe beaucoup sur le sportif et tout, hein. On est supporters avant tout. Mais on va essayer de revenir un petit peu sur l'actualité, de recadrer un petit peu sur l'article. Moi, j'aurais voulu, David, que tu nous expliques un peu aussi comment tu as vécu cette semaine entre les déclarations de Monsieur Payan, les déclarations de McCourt aussi. C'était un peu lunaire de chaque côté. Je t'avoue que je pense la plupart des supporters, on est un peu. Alors, d'un côté, je pense qu'il y en a qui sont certains sceptiques, très sceptiques à cause de la vente, parce qu'il a dit que ça ne serait pas vendu. Et de l'autre côté, on ne comprend pas aussi les guéguerres, parce que Payan, au début, il soutient McCourt et maintenant, il lui tombe dessus. Comment t'analyses tout ça, toi? Je pense que, en fait, McCourt, il est beaucoup épaulé par un cabinet d'images qui lui a donné pour mission d'obtenir la paix sociale, de toute manière, qu'il souhaite vendre le club ou non, il est obligé que, la pression retombe. Et donc, il a essayé de donner des gages un peu à tout le monde, quitte à dire n'importe quoi. Je pense que quand il dit que l'OM peut gagner la Ligue des Champions, que c'est son objectif, c'est totalement farfelu et je pense que ça énerve plus les supporters qu'autre chose. Je pense que voilà, il a un peu dit tout et n'importe quoi pour abaisser la tension, enfin faire retomber la tension. Et d'un autre côté, Payan, il a un autre échéancier, c'est que dans 4 mois, il y a les élections départementales et régionales. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de gens sont tombés sur EO et tout. C'est qu'il y a un vrai enjeu sportif et les politiques ont compris que les voix des supporters marseillais, ça comptait dans une élection. Et je pense que Benoît Payan, quand il dit qu'il faut absolument que le club gagne la Ligue des Champions, pour moi c'est absurde en fait. Je pense que on peut se fixer, aimer l'OM passionnément et se fixer d'abord comme objectif, vu le budget du club, de bien figurer en Ligue des Champions, pas comme cette année par exemple. Et si McCourt veut vraiment gagner la Ligue des Champions, il faut qu'il nous dise combien il va investir. Et là pour l'instant, ce qu'il nous a annoncé, c'est juste couvrir le déficit actuel, passer la DNCG cette année, mais il nous a pas annoncé par exemple d'investir 500-600 millions d'euros au mercato d'été. Et encore, je suis même pas sûr. Le PSG, qui est quand même soutenu par un État, investit 2 milliards et ils n'ont pas réussi à remporter la Ligue des Champions. Donc, à un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des débiles. Marseille n'est pas. Ou alors, faut bâtir un projet à la Ajax Amsterdam, même s'ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions, mais qui a c'est bâtir un projet sur 5 à 6 ans avec sur la formation, sur la détection de jeunes très tôt. Mais on peut pas dire que annoncer aux supporters, oui, on va gagner la Ligue des Champions. Pour moi, c'est prendre les gens pour des idiots. Et de la part de la mairie de Marseille, de mettre comme ça, de demander ça à McCourt, je trouve ça aussi absurde et populiste. Et d'un autre côté, quand Payan dit si McCourt ne tient pas ses engagements, il aura du goudron et des plumes, je trouve ça un peu aussi étonnant, quoi. Voilà.
D'accord. Et Payan, tu l'as eu au téléphone un petit peu récemment. Tu as des contacts avec lui Oui, je l'ai interviewé, mais Ouais. j'étais un peu stupéfait en fait par ses réponses. Je trouvais ça assez étonnant et je pense comme je vous disais, il y a un échéancier politique qui est très important dans les mois à venir. Et bon, c'est important tout le monde veut parler de l'OM. Là, quand vous êtes journaliste et que vous voulez, moi, il y avait, enfin, je pouvais avoir tout le monde. Tout le monde voulait s'exprimer sur le sujet. Ça prouve bien quelque chose. Ouais. Et donc non, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est qu'est-ce qui va motiver Frank McCourt justement à rester au club. Et j'ai du mal à croire qu'un milliardaire de Boston veuille investir sur 10 ans, transmettre le club à ses petits-enfants. C'est possible, mais dans ce cas-là, il nous dit qu'il va investir massivement dès le mercato prochain et c'est pas ce qu'il a fait. Est-ce que. Vas-y, Gilles, et j'enchaînerai après. Vas-y. Ouais, est-ce que quand tu as eu Benoît Payan, le maire de Marseille, comment tu l'as senti, indépendamment de ce qu'il t'a dit? Parce qu'on sait très bien qu'il y a ce qu'on peut dire, ce qu'on dit, et puis il y a également la sensation que quelqu'un peut cacher plus ou moins la vérité. Est-ce que tu as senti qu'il savait des choses? Évidemment, tu sais de quoi à quoi je vais faire allusion, et qu'il ne pouvait pas trop en dire. Ce que je peux vous dire, c'est que donc dans l'article de SoFoot sur la vente, du coup, on a eu en fait un haut dirigeant du football français qui nous a dit qu'il s'est entretenu avec McCourt et qu'il avait la sensation que McCourt voulait à terme passer la main. C'est l'intuition qu'il a eue de ses échanges avec McCourt et qui pouvait pas le faire actuellement parce qu'il n'a pas un objet sain, il pourrait pas faire de culbute financière. Mais quand le Covid sera passé, que les droits télé seront revenus à la normale, McCourt était un peu lessivé et fatigué par ce qu'il avait vécu en tant que propriétaire du club et il aurait envie de revendre. Donc ça, c'est l'avis et l'intuition d'un haut dirigeant du football français. Après, quand on a publié cet article, l'entourage de Frank McCourt et notamment sa cellule de com m'a appelé furieux pour me dire que, en gros, Frank McCourt était hyper attaché à l'OM, qui se levait la nuit, limite en pensant, au club. Attention, David, attention à la mise en demeure, hein, c'est très fréquent dans notre cas. Hein. D'accord, je vais faire attention. Mais en gros, ça c'est la cellule de com qui m'a dit que, en gros, il fallait pas dire ça, que McCourt était hyper attaché et que ça allait à contrario de toute la com qu'il a fait cette semaine. Et j'ai eu aussi Jacques-Henri Hérault cette semaine qui disait que c'était totalement faux et que McCourt était attaché au club et qu'il ne voulait pas vendre. Et moi, j'arrive pas à comprendre. Parce que c'est vrai que dans l'histoire, dans le storytelling qui est raconté, ce que dit McCourt, c'est voilà, je viens de Boston, je suis un fils d'ouvrier, je suis attaché à Marseille, mon fils a été sauvé à l'hôpital de la Timone. Donc il y a toute cette légende un peu qui est entretenue et qui a peut-être une part de sincérité. Mais j'ai du mal à croire que c'est le fils de McCourt? Non, c'est le fils de Al-Walid qui a été sauvé. Ouais, pardon, t'as la puce révélateur. Ça veut dire que tu sais des choses, toi. D'ailleurs, tu sais des choses. J'ai une question sur l'agence de com, juste. Est-ce que c'est bien justement Image 7, l'agence qui t'a appelé? Oui, c'est bien Image 7. D'accord, ouais. Ok, c'était juste une petite précision. Ouais, d'ailleurs, excusez-moi, je me suis trompé. Mais en gros, alors c'est autre chose, mais en gros, il m'a dit, j'ai su que McCourt était lié à Marseille pour une histoire familiale. C'est pour ça que je me suis gouré avec le fils d'Al-Walid et je m'excuse. Il n'y a pas de problème, on prend, il n'y a pas de souci. Et je voulais juste reprendre aussi dans l'interview, tu vois, tu parlais que Payan, il disait que s'il ne tient pas ses promesses, il finira avec des plumes et du goudron. Moi, il y a une autre phrase qui m'avait marqué par rapport au stade. En fait, Payan, il nous dit que McCourt n'est pas intéressé par le stade, mais parce qu'il a le beurre, l'argent du beurre, et que Payan veut très vite discuter avec lui. Ça veut dire qu'en fait, il veut rediscuter du contrat d'exploitation. Oui, c'est ça, ouais. D'accord. Donc en fait, lui, il estime que à la fois McCourt et Rome, ils veulent pas revenir sur le contrat d'exploitation parce que là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent du club, du stade, pardon, et ils sont pas intéressés par l'achat du stade, quoi. D'accord. Ça pour toi, voilà, parce que nous, on a peut-être d'autres infos, mais toi, tu penses qu'il n'est pas intéressé là-dessus? Non, je pense pas. Il y avait ce projet du parc Chano, mais
aujourd'hui, ils en parlent plus. À la fois, Hérault nous dit que et Benoît Payan me dit que ça, dans ces discussions avec McCourt, c'est pas du tout intervenu ce projet immobilier. D'accord. D'accord. Et j'aimerais que tu poursuives parce que suite à ce lapsus, on t'a un peu coupé la parole. Donc, tu expliquais donc que McCourt, donc il y avait cette storytelling qu'il était en train de raconter. Et donc, pour toi, tu avais le sentiment, enfin, d'après les infos que tu avais pu recueillir par son entourage, qu'en gros, il aimerait se séparer du club, mais pas tout de suite, c'est ça? C'est encore une fois, j'essaie d'être vraiment précis à part ce lapsus là, mais en gros, l'intuition de ce haut dirigeant du football français, c'était que McCourt voulait céder le club une fois qu'il aurait un objet sain à vendre, c'est-à-dire à l'été 2022. Et par contre, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, ce que je voulais dire, c'est que j'ai du mal à comprendre l'attachement d'un milliardaire de Boston pour l'Olympique de Marseille, et alors qu'il a déjà dépensé 400 millions pour des résultats contrastés. Il faut voir en fait ce qu'il a fait aux Dodgers de Los Angeles. Il a quand même fait une grosse culbute financière. Et là, j'ai du mal à voir quel serait son intérêt. Ou alors, s'il nous dit qu'il nous a raconté cette semaine, de nous dire écoutez, moi, je veux transmettre ce club à mes enfants et mes petits-enfants, je veux en faire un club dynastique. Dans ce cas-là, il faut qu'il nous annonce ce qu'il compte faire de ce club dans les 5 à 10 ans à venir. Et il faut investir. Parce que là, il n'y a pas le choix, il y a une équipe qui est en fin de cycle. Et ça, il nous l'a pas du tout annoncé. Il est très évasif là-dessus. Il avait dit pareil pour les Dodgers, hein, qui voulait s'inscrire dans la durée avec ses enfants. Et bon, on a vu la suite. C'était pas forcément ça, mais bon. Et justement, David, toi, est-ce que tu as eu des échos par rapport à McCourt, par exemple, si l'échéance serait la vente du club? Est-ce que tu as eu des échos comme quoi, au niveau du financement de l'OM, est-ce que c'est sa fortune personnelle ou est-ce que ça pourrait venir d'autres fonds? Est-ce que tu as eu des échos ou pas du tout? Non, mais j'avais posé la question à Jacques-Henri Hérault si, par exemple, il pouvait ouvrir le capital du club à de nouveaux actionnaires, comme c'est un peu le cas, par exemple, à Lyon. À Lyon, avec les Chinois. Voilà, où il y a eu des investisseurs chinois. Mais Hérault me disait non, que ça n'avait pas d'intérêt, etc. Par contre, j'ai vu passer le fait que après ça a vérifié, mais que que Frank McCourt aurait contracté un prêt là récemment. Donc sans doute pour remettre. De toute façon, il a besoin en fait d'éponger les dettes du club et de passer la DNCG, donc il va devoir mettre la main au porte-monnaie. Mais 150 millions, ça suffirait pas en fait pour relancer l'équipe. Donc voilà. Justement, David, alors ça c'est un peu c'est pas de la vente, mais ça m'intéressait aussi parce que donc c'est la Provence qui avait parlé un peu de ce prêt qui aurait été contracté auprès d'HPS, une filière de JP Morgan, si je dis pas de bêtises. Il en a parlé un peu, Jacques-Henri Hérault, de la Provence, comme quoi il serait responsable du climat actuel dans le club. Toi, quand tu entends ça, qu'un dirigeant il accuse un organe de presse d'être le responsable de ça, ça t'évoque quoi en tant que supporter de l'OM et en tant que journaliste, du coup? C'est vrai qu'il s'attaque à la Provence de manière très dure. Après, la Provence n'a pas été de main morte. Je crois qu'ils ont fait un article où ils disaient que c'était l'un des pires présidents. Donc, ils l'ont pas aménagé. Mais bon, après, moi, je lis la Provence et je trouve intéressant leur traitement. Après, je pense que les relations se sont grippées entre eux au fur et à mesure. Et peut-être que Jacques-Henri Hérault, plutôt que ce qu'on disait au début de l'entretien, plutôt qu'essayer de se réconcilier avec eux, il a peut-être mis de l'huile sur le feu et ça n'a pas aidé. J'ai du mal mais c'est vrai que oui, il les attaque de manière très frontale. Mais c'est pas la première fois aussi. Je crois que, ils ont eu pas mal de conflits ces derniers temps, quoi. Est-ce que tu trouves que c'est normal, ça, David? Attention, je ne vais pas lever tout le mérite que vous avez eu à obtenir l'interview de Jacques-Henri Hérault, mais est-ce que tu trouves que c'est normal de s'exprimer aussi longuement dans un magazine comme SoFoot, alors qu'il n'a plus parlé à la Provence depuis, je sais pas, j'ai pas relevé, mais au moins 1 an et demi, peut-être 2 ans. Est-ce que c'est pas une forme également de mépris? Est-ce qu'il n'eût pas été plus intelligent d'enterrer la hache de guerre, de revenir vers la PQR notamment et vers les Marseillais en leur parlant avec le cœur et en leur disant voilà, allez, on va laver le linge sale et on va repartir sur une nouvelle page?
Ouais, c'est dommage. Après, ce qu'il a fait, par exemple, il a parlé avec le Phocéen, qui n'était pas avant invité aux conférences de presse. Et bon, aujourd'hui, ça, c'était quelque chose de positif, mais c'est vrai que c'est dommage de cette. Non. Le Phocéen a toujours été aux conférences de presse, mais il n'avait jamais eu sur leur plateau un président de l'OM. C'est autre chose. Et ils n'avaient pas autant accès. Depuis longtemps, ils n'avaient pas autant accès aux joueurs, aux dirigeants et tout ça, quoi. Et d'ailleurs, c'est un message fort que Matt Court a envoyé, puisque, comme Gilles l'a dit, le fait que Hérault il parlait plus beaucoup à la Provence. Lui, Matt Court, justement, il a été à contre-courant, puisqu'il a donné une interview longue à la Provence. Et c'est là aussi où on voit que Matt Court. Ouais, voilà, il a voulu dire c'est moi le patron, en gros, je pense aussi. Donc, voilà. Non, mais je trouve ça dommage. Mais par exemple, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Et d'ailleurs, ce que j'évoquais au début du live, là, c'est que l'entretien qu'il était en train de préparer, c'était un interview avec le New York Times. Donc, pour se réconcilier avec le peuple marseillais, on peut trouver quand même un organe de presse qui soit un peu plus proche que le New York Times. Et de la même manière, bon, SoFoot, c'est un titre national, mais c'est vrai que alors qu'il avait une forme de défiance vis-à-vis d'une partie de l'opinion publique marseillaise, c'est vrai que il aurait pu essayer de renouer le contact avec la Provence, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Ouais. Ok. Juste une question. Du coup, toi, vu que tu as interviewé Jacques-Henri Hérault, tu as parlé avec Payan, l'entourage de McCourt, tu as une photographie un petit peu, tu t'es fait un avis là-dessus. C'est quoi la part, selon toi, de poker menteur dans tout ça? C'est-à-dire, quels sont les intérêts de chacun et quelles sont les volontés de chacun, selon toi, en fait? Je sais que c'est un sujet vaste, mais c'est pour qu'on essaie d'expliquer aux gens comment ça se passe entre ce qui est dit et ce que les gens veulent réellement, parce qu'il y a une part de poker menteur, ça c'est clair et net. Comme je vous le disais, moi je pense que Franck McCourt, il a fait surtout de la communication cette semaine. Il a voulu vraiment donner des gages. En écartant Hérault, en donnant cette interview à la Provence, symboliquement c'est quelque chose. Il a aussi dit que il était là pour des années, il s'engageait pour longtemps, qu'il voulait gagner la Ligue des Champions. Il a un peu dit tout ce que un discours un peu enjolivé pour essayer de satisfaire les supporters, même si je pense que ce genre de déclaration énerve plus les gens qu'autre chose au niveau de la Ligue des Champions. Et pour Benoît Payan, je pense qu'il est, bien sûr, il est sans doute attaché au club, mais qu'il a eu, je pense que il y a une part d'opportunisme par rapport aux échéances politiques à venir. Et puisque tout le monde parle de Al Walid là sur le live, je lui ai posé la question à Benoît Payan s'il avait été déjà en contact avec ce prince saoudien dont on parle régulièrement. Et il m'a juré que non, qu'il connaissait même pas son nom, que c'est la première fois qu'il en entendait parler. Et de la même manière, j'ai demandé les yeux dans les yeux à Jacques-Henri Hérault si il avait déjà été contacté par un projet de vente et il m'a juré que non. Et je l'ai relancé 2 fois et il m'a juré que le club ils n'avaient jamais été contactés. Et il avait dit d'ailleurs que lorsque eux, ils avaient racheté le club avec Franck McCourt, ils l'avaient fait en catimini et la mairie de Marseille n'avait été prévenue qu'au dernier moment. Oui, moi j'entends tout ça. Honnêtement, je comprends ce que tu dis, David. Mais honnêtement, moi, je pense que Margarita, c'était pas la même situation. Elle voulait se débarrasser du club. Donc, elle cherchait pas à le valoriser au maximum ou à rentrer dans ses billes par rapport à ce qu'elle avait investi. Moi, alors, je pense que toi, je sais pas ce que tu en penses, mais honnêtement, je le dis à tout le monde, je pense pas que McCourt, s'il veut rentrer dans ce qu'il a investi, je pense pas il dira un jour à un journaliste, oui, le club est en vente, là, nanana et tout. Ou alors c'est que c'est déjà signé, honnêtement, et que tout est réglé. Dans ce cas-là, c'est l'officialisation. C'est à partir du moment où tu dis que un objet est en vente, ça fait baisser son prix. C'est un aveu de faiblesse. Il a dit quoi. Moi, j'ai toujours dit que s'il disait que le club était en vente, c'est un aveu de faiblesse. Ça veut dire que tu es dans une situation où il te reste que vendre pour sauver les meubles, tu vois. Donc, je pense que jusqu'à la fin, ils ne diront pas que le club est en vente. Et on va se lever un jour en voyant que le club a été vendu. Oui, mais à un moment, j'ai dit à Hérault, mais si on vous propose 10 fois ce que vous avez investi, est-ce que McCourt va vendre?
Et il m'a dit, il a botté en touche. Il dit en l'occurrence, cette proposition n'est pas arrivée. Et je pense qu'effectivement, si une proposition, même de recouvrir ce qu'il a investi, arrivait, je pense qu'il la saisirait, moi. Après, ça, c'est de l'opinion, hein, c'est pas une information. Ouais, bien sûr. Est-ce que David, est-ce que ton sixième sens ne t'a pas indiqué quelque alerte, on va dire, tu vois, journaliste un peu aguerri? Et est-ce que tu t'es pas dit à ce moment-là, il ment? Ça t'est pas venu ou tu l'as pas senti comme ça? Non, mais après, je veux pas tromper les gens qui nous suivent. Moi, mon opinion, c'est que, mais mon opinion personnelle, j'ai pas enquêté. Enfin, j'ai eu quelques personnes, mais j'ai pas véritablement suffisamment d'informations pour le dire. Mais je pense que McCourt est fatigué par tout ça, et je pense que je le vois pas rester. Contrairement à ce qu'il a dit, je le vois pas rester ad vitam aeternam au club. Je pense que si une proposition importante lui était faite, il vendrait, il y réfléchirait et sans doute qu'il vendrait le club. J'ai une dernière question à te poser, David. Après, s'il y a un ou deux de l'équipe qui veulent lui en poser, moi c'est la dernière parce que ça m'intéresse beaucoup. Au niveau de votre travail de journaliste, est-ce que vous avez, entre guillemets, la possibilité et les moyens d'investiguer et le temps d'investiguer correctement? C'est-à-dire, je te demande pas de taper sur SoFoot en général. Je te parle du journalisme en général. On sait que la presse papier, c'est difficile économiquement. Est-ce que les projets d'investigation qui ne peuvent pas forcément aboutir, c'est plus mis de côté et on vous demande de traiter de l'actualité? Ou alors, c'est vous, à SoFoot, vous avez la possibilité d'avoir des enquêtes et d'avoir des moyens? C'est compliqué. Enfin, moi, SoFoot, je viens d'y arriver, mais je peux parler plus largement sur le paysage médiatique, quoi. Non, il y a de moins en moins de temps pour l'investigation et il y a de plus en plus. Enfin, ce métier est touché par une très grande précarité, ce qui explique aussi pourquoi. Si vous regardez, vous qui suivez le football, dès qu'il y a une interview, d'un seul coup, ça crée des centaines d'articles à droite à gauche parce que les gens n'ont pas forcément le temps en fait pour produire des interviews ou même pour faire de l'investigation. Et il y a beaucoup de ce qu'on appelle le clickbait, c'est-à-dire de la production d'articles à faible valeur ajoutée. Ouais. C'est vrai que c'est devenu très compliqué aujourd'hui. Et quand vous faites par exemple un article d'investigation, ça va vous prendre un mois et ça va pas forcément vous rémunérer à hauteur de l'investissement en termes de temps que vous avez fait. Donc c'est devenu assez compliqué. Il y a encore des titres de presse qui arrivent à faire de l'investigation, mais quand on est pigiste et tout ça, c'est pas forcément évident. Et je trouve qu'il y a il y a un nivellement de l'information et malheureusement ça va pas en s'améliorant, quoi. David, moi, juste parce que je vais vous quitter 10 minutes là. Je te remercie d'être passé, David. Très sincèrement, ça a été un plaisir de t'écouter. Et je reviens dans 10 minutes. Je pense que tu ne seras pas là. Donc, je te remercie d'être passé. Merci à toi. Allez, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Salut, Chem. Salut, Chem. Il revient tout à l'heure, les amis, pour la deuxième partie sur la vente et sur ce qu'on peut dire, nous aussi. Je vais vous laisser, si vous avez une ou deux questions, les amis, et puis après, on libérera David tranquillement. Moi, j'ai une question. Elle est un peu en lien avec la précédente. C'est comment tu as senti Jacques-Henri Hérault au cours de cette interview? Est-ce que tu l'avais senti combatif, usé, ou serein, calme et dans la lignée de ce qu'il pouvait présenter au cours de ces 4 années, de son comportement apparemment serein? Moi, ce qui m'a étonné, c'est que, moi, à sa place, j'aurais été, j'aurais été dans la même situation que lui, j'aurais pas été aussi serein. Mais lui, il défendait ce qu'on a dit tout à l'heure, il défendait son bilan bec et ongle, il a rien lâché. Il y avait une forme d'assurance qui était étonnante aussi. Et donc non, il laissait rien percevoir en fait. Il a dit dans l'interview qu'il avait morflé, etc., que physiquement il avait des cheveux blancs et tout ça, mais que c'était pas du tout perceptible. En fait, c'est une personne qui est un peu à sang-froid et qui laisse pas du tout transparaître ses émotions. Donc il est très difficile à cerner. Et de la même manière, quand le lendemain où je l'ai eu au téléphone après qu'il ait été écarté, au téléphone, il avait une voix comme si tout allait bien. Non, vous inquiétez pas, la belle aventure continue. Donc il est compliqué à percer, quoi. Enfin, il montre pas du tout ses affects.
Ouais, bon, Ouais. ça, on l'a vu, on sait que c'est ma courte l'apprécie pour ça, a priori, c'est ce que tu dis dans l'article. Ouais. C'est quelqu'un d'ultra rationnel, mais je pense qu'effectivement, ça n'a pas collé avec un club qui est où l'humain, l'émotion est au centre. Et c'est vrai que il n'a pas réussi à nouer quelque chose avec les supporters et avec la ville. Okay. Alors, il y a une question qui revient un peu dans la roue, et je la porte jusqu'à toi. Bon, tu y as en partie répondu. Et bon, comme elle revient, on va te la reposer. À titre personnel, est-ce que toi, tu crois en la vente ou pas? Quand on parle de croire à la vente, c'est pas dans un an. C'est là. D'ici la fin de la saison. D'ici la fin de la saison, non, c'est impossible, je pense. D'accord. Comment tu veux vendre un club, tu vois, où là, il n'y a pas de. En termes de revenus, au niveau du droit télé, du Covid, des recettes spectateurs, des recettes du guichet, enfin, là, le club, il est vraiment dans une situation financière très difficile. Donc, je pense que Franck McCourt, c'est quand même quelqu'un qui veut qui veut un retour sur investissement, au moins un minimum. Ce que je disais, de couvrir au moins l'investissement qu'il a eu dans le club. Donc, je le vois pas vendre le club avant un retour à la normale, en fait, en termes de avant le retour d'une saison normale. Donc, je vois plus. C'est ce que nous dit d'ailleurs un haut dirigeant du football français, plus l'été 2022. Mais par contre, ça c'est une opinion personnelle, c'est pas une information. Mais on peut quand même noter que dans l'univers footballistique, même avec le Covid, il y a eu quand même pas mal de clubs vendus, justement. L'AS Roma et autres. Oui, c'est une bonne remarque, ça, Anto. C'est une très bonne remarque. Ah, mais je le vois aussi. Alors, c'est une remarque que je me suis faite, mais c'est aussi quelqu'un de la room qui appuie ce que je dis avec Toulouse, Lille aussi, qui est. Bon, Lille, c'est un cas un peu particulier, mais on peut se dire aussi que. Et aussi, une donnée importante. Qui se projette. Oui, voilà. Et une donnée importante, c'est que. Non, mais c'est absolument ça. Une donnée importante, c'est que ça ressemble quand même à quand MLD a lâché le club sur le fait que les joueurs, il y a beaucoup de joueurs prêtés et en fin de contrat. Et on sent un peu au niveau du renouvellement d'effectifs que non seulement qu'ils sont pas trop pressés de renouveler, mais il y a une autre chose la personne, le haut dirigeant français qu'on a eu, le signal que lui voyait que McCourt allait vendre d'ici, à l'été 2022, c'est qu'il n'avait pas cherché en fait un remplaçant à Jacques-Henri Hérault. Il a pris celui qu'il avait sous la main, Pablo Longoria, qui est en gros sans doute très bon dans le recrutement sportif, qui connaît bien le ballon, etc. Et qui est vraiment très jeune et qui a peut-être pas forcément les épaules pour un poste aussi large, parce que c'est pas que le sportif quand on est président d'un club tel que l'OM. Et le fait qu'il prenne un peu celui qu'il a sous la main, ça lui faisait, pour lui, c'était un signal de plus que voilà, on termine avec l'équipe en place, on remet un peu d'argent, on revient à une saison normale et puis d'ici un an, voilà, qu'il n'y avait pas de vision à long terme. C'est ce que nous disait notre interlocuteur qu'on a eu. Ouais, mais donc ça veut dire que, en tout cas, si on se projette et qu'on est factuel, on sait qu'à peu près il va avoir entre 150 et 200 millions encore de déficit cette année avec le Covid. Il a, je crois, 7 ou 8 joueurs en fin de contrat. Donc même s'il vend quelques joueurs, on a quasiment une équipe entière à racheter. Donc moi, c'est là où ça veut dire qu'en gros, il nous envoie droit dans le mur, quoi. C'est l'année prochaine. Si McCourt reste, enfin, selon toi, s'il ne vend pas cette année, ça veut dire qu'on vise une 10e place, une première partie de tableau, pas plus, parce que on ne pourra pas objectivement se battre pour les 5 premières places. Oui, non, mais c'est pour ça que c'est là où Benoît Payan a peut-être raison de lui mettre un peu la pression, c'est que si véritablement il veut s'investir sur du long terme, tel qu'il nous le dit, transmettre le club à ses petits-enfants, bah, il va falloir qu'il envoie quasiment, dans les quelques mois, énormément d'argent. Et ça sera pas seulement 150 millions, quoi, pour rebâtir une équipe compétitive. Et ça, en fait, on va avoir je pense que dès le mercato d'été, on va savoir ce qu'il veut faire de ce club. S'il n'est pas en mesure d'investir au moins 50 à au moins 60 millions d'euros en plus dans le budget transfert, bah ça voudra dire que il entend s'en séparer d'ici un an, quoi. Mais surtout, comment dire, moi, en l'ayant écouté et le fait qu'il reparte de la Ligue des Champions, j'avais l'impression d'être de nouveau en 2016
avec la même com. Pour moi, c'est exactement le même. Il revient, il nous dit que voilà, il a découvert en fait que. Pour moi, je suis assez quand même stupéfait du fait que il nous reparle de Ligue des Champions et de tous ces paramètres, sachant que pour gagner la LDC, bon, on sait comment c'est dur. Et voilà, ça colle pas du tout. Et concernant le fait qu'ils veulent laisser son club à ses petits-fils et autres, enfin, je veux dire que même dans le monde du football, encore plus, il n'y a aucun dirigeant, enfin actionnaire qui fait ça. On voit très bien que les projets, c'est jamais sur du. Enfin, c'est très rare, sur du 30, 40 ans ou plus, quoi. Ouais, mais je me demande ce qu'il est venu faire là, en fait. Parce qu'au départ, finalement, il a tenu ses engagements d'investissement. Mais on voit bien que là, le projet ne va pas du tout dans le bon sens, parce que pour être rentable, en fait, c'est là où je pense le projet a déraillé en termes en termes économiques. C'est le moment où on a fait la finale de Ligue Europa et on se qualifie pas en Ligue des Champions. Alors je crois qu'on fait 77 points, on fait un record en termes de points. Et là, en fait, il y a 50 à 60 millions d'euros qui rentrent pas parce qu'on n'est pas en Ligue des Champions. Et je pense que c'est là où en fait il y a un gros gap. Et en fait, on n'a jamais rattrapé ce retard financier. Ouais, et c'est aussi surtout le fait que quand il annonce les 200 millions et autres, juste après, il me semble, c'est juste après, il y a le transfert de Mbappé-Neymar qui fait envoler le prix des transferts. Et je pense qu'ils s'attendaient pas à ce que le foot, le prix des joueurs et le monde du foot soit aussi cher, quoi. Ouais, non, c'est clair. Ouais. Oui, parce que je sais pas si vous vous rappelez de ses premières déclarations, mais il y avait des déclarations lunaires en fait. Oui, on va gagner la Ligue des Champions rapidement, et en fait, comme si 200 millions aujourd'hui ça suffisait pour être. Même 200 millions, ça suffit pas pour remporter la Ligue 1. Alors, c'est possible dans une saison particulière, mais à terme, il faut quand même un investissement beaucoup plus important pour devenir, un candidat régulier à la Ligue des Champions. Donc, ouais, je pense qu'il a sous-estimé lui aussi, Franck McCourt, les données du football européen, quoi. Bien sûr. Je vais poser une dernière question, après on va libérer David, parce que déjà, merci beaucoup d'être resté autant de temps. Moi, je te demande une dernière question sur les rumeurs de vente, c'est-à-dire qu'il y a des journalistes, je vais le citer quand même parce que nous, on a quand même été beaucoup avec Thibaut aussi. Quand Thibaut Vizirian dit que c'est signé et qu'il y a un acheteur qui est là depuis longtemps, toi, ça t'évoque quoi en fait? Quel sentiment tu as là-dessus? Non, moi je vais pas critiquer. Je sais pas, je connais pas ses sources. Ça me paraît très étonnant, mais après voilà, je vais pas. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à la fois dans l'OM, enfin sur l'OM comme dans le football, etc. Il y a une volonté en fait des fois de faire le buzz et de balancer des infos qui sont pas toujours vérifiées. Je parle pas pour lui, mais en règle générale. Et on voit que ça part très vite. Et puis des fois, il y a une course un peu à l'ego. Et c'est pour ça que j'ai essayé aujourd'hui. Alors peut-être que c'est pas passionnant pour les gens qui nous ont suivis, mais de donner juste mon opinion sur la vente et en disant que je n'ai pas eu d'informations à part ce que je vous avais dit et qu'on met dans SoFoot, c'est-à-dire que on a eu l'opinion d'un haut dirigeant français qui s'est entretenu plusieurs fois avec Franck McCourt sur une vente possible à l'été 2022 parce qu'il sentait que Franck McCourt était essoré. Mais c'est une intuition, c'est pas de la part de ce haut dirigeant du football français. Mais j'ai pas, moi à partir du moment où j'ai pas investigué de manière profonde sur le sujet, que j'ai pas de preuves, je me lance pas. Mais après, mon opinion, c'est en tant que suiveur de l'OM comme vous depuis des années, c'est que je le vois pas rester très longtemps. Mais je pense qu'il faut faire gaffe avec tout ça parce que c'est vrai que c'est un club qui enthousiasme tellement les gens et puis qui a une passion pour beaucoup de gens que il faut pas vendre de fausses informations et de faux espoirs. On aimerait tous que l'OM soit le rival du PSG et une équipe hyper compétitive, mais pour l'instant, on n'en voit pas. On voit pas un acquéreur comme ça se présenter. Du moins, j'en ai pas l'information, quoi. C'est bizarre parce qu'on n'a pas les mêmes échos, les mêmes échos de la part de Vincent Labrune. Hein. C'est bizarre qu'ils te disent ça. C'est-à-dire? Je te dis que nous, on n'a pas les mêmes échos venant de Vincent Labrune. Donc c'est bizarre qu'ils te tiennent un discours différent. Ah, j'ai pas dit que c'était Vincent Labrune. Hein. Ah merde, je pensais. J'ai mal entendu. Bon, David, en tout cas, je te remercie. Franchement, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Tu nous as vachement éclairci. Bravo pour votre interview de Jacques-Henri Hérault. J'incite tout le monde à la lire.
dans SoFoot. Elle est sortie ce vendredi. Ça fait 10 pages. C'est super complet. Ça vous apprend aussi encore plus de comment fonctionne JHE et voilà, sur le fonctionnement du club et ce qui va se passer. Vous en prenez, vous en laissez. C'est comme dans tout. Mais c'est très intéressant en tout cas. Donc, merci beaucoup, David. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Dis-nous. Qu'on se retrouve pour un prochain live pour parler de choses et d'autres et pourquoi pas du mercato d'été ou voilà. Ouais. Avec grand plaisir. Franchement, tu seras le bienvenu. Moi, je te dis, en tant qu'invité, c'était super agréable, très honnête et voilà, tu as répondu à ce que tu savais, tu as défendu ton point de vue. Donc, c'était super. Merci beaucoup. C'était top. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et merci pour l'invitation. Merci Allez, beaucoup, merci, David. Vraiment, David. À c'était bientôt. vraiment qualitatif. Merci. Merci les Bonne gars. Ciao. soirée. À bientôt. À Salut, bientôt, David. ciao. Bonne soirée. Et allez, Salut, ouais. David. Bon, les amis, je pense qu'on va essayer de faire monter Ed, s'il est disponible, pour basculer un peu sur la partie. On va essayer voilà, de donner un peu des infos sur la partie vente, enfin, voilà, et de vous éclaircir là-dessus. Et je ne sais pas si vous voulez, si on fait monter Milou maintenant ou est-ce qu'on le fait monter après? Ah, bon, on Je sais peut pas faire s'il est monter. On dispo. peut faire monter Milou. Ouais, pour qu'il donne son avis aussi. Milou, pour ceux qui le connaissent pas, c'est quelqu'un qui fait des lives aussi sur Periscope. Il est supporter de l'OM, il est passionné et voilà, il donne la parole à tous les supporters. Donc on voulait aussi un peu lui donner la parole parce qu'il est représentatif aussi d'une partie des supporters. Donc c'est voilà, c'est important qu'il dise aussi son sentiment. Salut tout le monde. Salut, Salut Ed. Ed. Salut, Ed. Ça va? Tout le monde va bien? Nickel. Bah ouais, super. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, je vous ai écouté attentivement avec notre ami de SoFoot. C'était très intéressant en Allez, tout cas. bonsoir tout le monde. Salut Milou, bienvenue Milou. Salut, Salut, salut à tout le monde. Salut Vince, salut Gilles, Hichem, Fianzo, Mr. Cheese, El Tigre. Ah, il connaît toute l'équipe. Salut, Hein, Milou. attention. Salut, Ah, Milou. on essaie de travailler tranquillement, mais on travaille. Je vais plaisir. faire très simple au début, les amis, vu que vous venez d'arriver. Vous allez me donner un peu votre sentiment sur ce qui s'est dit et voilà, sur ce que vous ressentez pour l'OM. Moi, je voudrais dire juste un truc avant. Je voudrais dire que Vas-y, c'est un plaisir d'avoir Milou parmi nous et d'avoir Ed, évidemment, également. Et ce qui est un plaisir, c'est d'avoir des gens qui viennent de tous horizons, avec des expériences totalement et des parcours totalement différents. De passer de David Doucet à Ed, à Milou, et évidemment les autres invités que l'on a habituellement. Moi, j'adore ça, avoir des personnes qui sont voilà, qui sont pas des mêmes milieux, des mêmes catégories socio-professionnelles et qui viennent apporter leur vision, leur passion et puis leur écho à l'édifice de ce beau débat, on va dire presque quotidien, que nourrit l'Olympique de Marseille. Donc je suis très content d'avoir tous ces gens ce soir parmi nous. Voilà. T'as raison de le signaler, Gilles, parce que c'est vrai, c'est comme tu dis, on donne la parole aussi à tous aussi chez nous, et c'est vrai que c'est des gens qui sont pas issus du même milieu, et c'est très intéressant parce que tu as un ressenti différent de chacun, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, et c'est comme ça qu'on avance en étant en cohésion supporter de l'Olympique de Marseille. Ouais, et je voulais juste ajouter un truc parce que ça me tenait à cœur de le dire quand même. Parce que moi, à l'époque, Milou faisait déjà ses lives et j'ai débuté là-bas. Et c'est aussi grâce à lui, il nous a donné à l'époque la parole. Vince, il peut constater de ça aussi. Ouais, et ça fait plaisir de le recevoir parce que c'est quelqu'un qui a quand même donné la parole à énormément de monde. Et n'hésitez pas aussi moi, à vous moi, ça me fait plaisir d'être invité par vous, la famille Massilia Foot, avec grand plaisir. Alors, en plus, c'est gentil de votre part parce que vous m'avez proposé cette invitation ce soir et en même temps, vous m'avez dit un thème où tu as envie de discuter ce soir. Donc, moi, ce sera Basile Boli, mais j'attendrai mon tour. Voilà. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais donner la parole à Ed qui nous donne son sentiment. Après, toi aussi, Milou, tu nous donneras un peu. Et après, on enchaîne et tu fais ta carte blanche sur Basile Boli. Il n'y a pas de problème. Exactement. Tu me donnes le feu vert, il n'y a pas de souci. J'écoute, je me régale depuis tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. C'est gentil, Milou. Allez, vas-y, Ed, on t'écoute. Oui, les gars. Du coup, sur l'intervention du journaliste de SoFoot, on fait un petit débrief un peu de ce qu'il a pu dire, du ressentiment.
Je trouve que le tableau en fait qui brosse de JHE est quand même assez gentil, pour pas dire assez conciliant. Après, je pense qu'il a un point de vue très détaché aussi de la situation, qui fait que il peut trouver des angles qui sont intéressants en dehors de la partie sportive. Néanmoins, on est dans un club de football et on te juge en grande partie sur le sportif. Sur le sportif, c'est un échec absolu. Donc, on peut retourner dans tous les sens la situation, dire qu'effectivement, il a récupéré l'exploitation du Vélodrome. Ça, oui, tout le monde le dit depuis plusieurs années et c'est un bon point pour l'OM. Quoique, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, mais ça mérite aussi d'être investigué de ce côté-là. Il a effectivement récupéré le numéro d'affiliation du club qui lui permet de faire rentrer le centre de formation dans le giron de l'équipe professionnelle. Ça, effectivement, c'est une bonne chose. Mais néanmoins, lorsque tu mets en face les erreurs de communication, mais pas que, hein, parce qu'il y a aussi des erreurs de gestion, et je pense qu'on ne s'est pas assez attardé dessus, sur les erreurs de gestion, qu'on a mis surtout en On en a exergue. parlé quand même, là, on en a Oui, parlé. oui, c'est vrai qu'on les a évoqués, mais on aurait pu, je pense, encore vraiment plus en parler, parce qu'il y a eu des erreurs de gestion qui ont été faites, que ce soit de la gestion budgétaire, que ce soit de l'achat de joueurs, mais également le licenciement de Rudy Garcia, qui a coûté une somme très très importante à l'Olympique de Marseille, alors que c'est lui qui l'a prolongé. Et on pourrait avoir une liste comme ça très très importante. Oui. Après, Il faudrait la nuit. Voilà, il faudrait la nuit et peut-être même la matinée de demain. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans son interview, on voit bien qu'il reste offensif, qu'il est toujours porté sur l'attaque, qu'on est quand même dans une posture de paranoïa importante, hein, que c'est le microcosme, c'est l'environnement, c'est les autres, c'est les forces de l'ombre un peu qui sont en train de manœuvrer parce qu'ils ne supportent pas de ne pas avoir le club, etc. On pourrait en sortir des dizaines de phrases, hein. Mais je pense que c'est sa façon de vivre le rapport humain dans ce club. Parce qu'au début, il était dans une optique où j'écoute tout le monde, j'écoute René, j'écoute même Ben Gouz, il a aussi déjeuné avec lui. C'est pour vous dire, quoi. Donc au début, il était dans la prise d'information auprès de tout le monde. Une fois que j'ai pris l'information, eh ben, finalement, ce qu'il a dû en déduire, c'est que voilà, ils comprennent rien du tout. Moi, j'ai la solution à tout et je sais comment je vais révolutionner le club. Et c'est comme ça qu'il s'est coupé petit à petit, même des personnes qui au début étaient très élogieuses avec lui. Et il s'est coupé de toutes ces personnes-là. Il est rentré en confrontation frontale avec les ultras qui, à leur décharge, ont vu très très tôt et ont compris très rapidement le personnage. Et il s'est mis dans une posture où c'est moi contre les autres, alors que c'était nous contre effectivement les autres clubs de Ligue 1 dans la partie sportive. Et là, ça a commencé à déraper. Et ce qui met en avant, je trouve, moi, c'est une posture très belliqueuse intellectuellement, de dire j'ai été rejeté par l'écosystème. Et c'est l'écosystème, en fait, le problème de ce club. Parce que moi, j'ai une vision très moderne. Il parle encore de réformer le football, le football français. Mais par rapport à quelle référence, à quelle réussite? Qu'est-ce que tu as réussi pour. Non, mais c'est vrai qu'il parle toujours de conservatisme pour aller dans ton sens. Il dit toujours ça, conservateur, il parle toujours de ça. Moi, je veux bien que Jacques-Henri Hérault, parce qu'il cite tous les grands dirigeants de clubs européens. Là. Il a cité le dirigeant du Bayern de Munich, Rummenigge. Il a cité le dirigeant du Barça. Très mauvais exemple. Hein. Il est actuellement mis en examen pour détournement de fonds. Et d'autres. En disant que, effectivement, j'ai été formé auprès des meilleurs. Mais moi, j'ai bien envie que cette personne-là aille voir Alex Ferguson, par exemple, aille voir Ancelotti, aille voir Harry Kosaki pour parler de football et de comprendre le métier, la nature de ce sport. Parce que je pense qu'il n'a pas compris, en fait. Il n'a absolument pas compris ce qu'était le football et il le voit comme un divertissement, comme on disait la dernière fois, qui est
qui est en concurrence avec tous les autres divertissements classiques, type streaming, type jeux vidéo, etc. Et il a cette volonté de dire moi je connais, vous ne connaissez pas. Donc à partir de là, c'est pas quelqu'un qui peut être pris au sérieux au niveau du football, même au plus haut de la LFP. Les gens rigolent, quoi. Mais justement, c'est pour ça que je voulais demander aussi et donner la parole à Milou par rapport à ça. Milou, qu'est-ce que toi, ton sentiment, et voilà, tu as comme bon, sans manquer de respect bien évidemment, mais comment tu vois Jacques-Henri Hérault, comment tu l'as vu pendant toute sa période au club de l'Olympique de Marseille? C'est une merde. Il a dénigré les employés, il a fait des licenciements, il nous a manqué de respect. Dernière interview sur l'équipe, il a mal parlé au groupe de supporters, etc. Comme quoi ils allaient revenir avec le truc en bas, si tu vois ce que je veux te dire. J'ai lu grosso modo son interview sur l'équipe. C'est dégueulasse. Alors on peut critiquer la Brune. Oui, il a fait des choses pas bien et tout. Mais je crois que depuis que l'Olympique de Marseille existe, c'est le pire des présidents. Et il continue. Il attend que McCourt il prenne l'avion, le jet, il s'en va pour ouvrir sa bouche. Il continue encore. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, mais qu'est-ce qui. Non, mais je comprends ce que tu dis, Milou, mais qu'est-ce qui te fait dire. Moi, tu dis c'est le pire président. On est tous à charge contre lui. Il faut que tu me donnes un argument béton qui me fasse dire. Vince, il n'est pas du métier. Il connaît pas. Et moi, il y a un truc que je comprends pas. À chaque fois, comment ce type-là, alors je sais pas le carnet d'adresse qu'il a, le réseau qu'il a, avec tous les échecs dans tous les endroits où il est passé, Disneyland, etc., échec sur échec, il les a entassés les échecs. Et comment il arrive à rebondir hors foot? Il connaît rien au foot. C'est un ancien supporter du PSG ou du QSG, comme vous voulez. Et ce mec-là, à chaque fois, demain, il sera plus à l'OM, il sera plus, je ne sais pas où, à l'OM. Et ben, demain, on va le retrouver dans un autre poste, avec des responsabilités, avec des gros salaires. Et quand tu regardes son CV, il est à vomir, il est dégueulasse. Et voilà, j'ai pas envie de m'étaler sur lui, c'est tout, sinon je vais déborder. Voilà. Non, mais il a raison, c'est intéressant ce qu'il dit. Il le dit avec son cœur, il le dit avec ses mots, sa passion. Mais c'est ce qu'on pense tous. En fait, moi, ça me fait penser à ces gens qu'on change de ministère, ils ont échoué, ou qu'on change de grande entreprise. Le gars, il fait n'importe quoi à Air France, hop, on le passe à Peugeot. Il fait n'importe quoi, on le passe vous voyez ce que je veux dire? Ils changent comme ça. C'est des gens qui rebondissent sans jamais retomber en bas. Ils arrivent à rebondir sur les nuages comme ça, de poste en poste. Et je ne vois pas d'autre explication que le réseau pour justifier que ces gens-là arrivent à faire des carrières entières. Et alors, ne parlons même pas de certains politiques qui font merde et couille sur couille et qui se retrouvent en haut de l'affiche toute leur carrière. Moi, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à ça. Je ne peux pas me l'expliquer que par du réseau. Voilà. Rebonsoir tout le monde. Bonsoir Milou, mon frère. Salut frérot, comment vas-tu? Ça fait plaisir, vraiment, ça fait plaisir que tu puisses être de passage chez nous. Moi, ça me fait plaisir et j'ai été touché, vraiment. C'est normal, on est ensemble. Alors, ce que je veux dire aux gens qui ne connaissent pas Milou, on peut tout lui reprocher à Milou, mais franchement, c'est quelqu'un d'honnête. C'est quelqu'un de foncièrement honnête et qui aime l'OM. Moi, c'est ce que je peux vous garantir. C'est un vrai J'ai côtoyé dans ses lives. Il est à fond là-dessus. Et quand il parle, moi aussi, ça m'arrive des fois, on fait des maladresses et tout. Mais en tout cas, tout ce qu'il dit, c'est avec le cœur. Et il n'y a aucune malveillance dans ce qu'il dit. Ça, je peux vous l'assurer. Merci Vince, frérot. En plus, tu me connais et tu le sais que moi, c'est ma vie, l'OM. Et moi, je dépends de personne. J'ai pas besoin d'un avocat ou d'être représenté par Rachid ou n'importe qui. Je suis supporter à moi tout seul. J'ai pas besoin d'avoir de représentant ou quoi que ce soit. Et j'ai besoin de personne. Mais c'est vrai, parfois, un homme, quand on le respecte, il faut qu'il sache reconnaître ses erreurs. Quand tu fais 3 ou 4 heures de live en direct tous les jours non-stop, forcément,
j'ai dérapé Ça arrive à vis-à-vis, tout le monde. voilà. Et quand j'ai dérapé, quand je voulais parler des leaders de certains groupes de supporters, j'ai parlé de suceurs ou, excusez-moi du terme, hein, ce soir. Voilà. Et j'ai eu un sale comportement et je tiens vraiment au plus profond de mon cœur, avec sincérité, à m'excuser à toutes les personnes qui ont été blessées. C'était pas Bravo. pour eux. Voilà. Bravo, Eh ben, Milo. Bravo. c'est très bien que tu le dises, Milo. Et maintenant, Voilà. ben, du coup, vu qu'on parlait de l'entre-soi un peu, des gens qui restent toujours dans des postes un peu plus ou moins fictifs, est-ce que toi, ben, justement, tu voulais me parler aujourd'hui de Basile Boli? Vas-y, je te laisse pousser ton coup de gueule, Allez. ta carte blanche, Milo. Allez, bon, je vais pas non plus le dénigrer parce qu'il nous a, même s'il a les pieds carrés, ben, le jour J, ben, il nous a fait gagner la coupe, hein. Après, Basile Boli, je peux pas le dénigrer en personne parce que il fait partie de l'histoire de l'Olympique de Marseille et grâce à son but, ben voilà. Mais moi, je prends en compte ça, mais en même temps, je me dis, il y a lui, il a eu cette chance-là de marquer ce but-là pour gagner. Mais à côté de ça, il y a une équipe, il y a un effectif, il y a des remplaçants, il y a beaucoup de monde. Maintenant, ce qui me plaît pas par rapport à lui actuellement, c'est que bon, je vais pas le dénigrer parce que je peux pas me le permettre parce que par rapport à son nom et sa personnalité, parce que voilà. Alors moi, dans mon petit papier, mon pense-bête, je vais vous lire un peu ce que j'écris. Garde un emploi fictif. Ferme sa bouche, on l'a pas entendu une seule fois quand il y a eu les incidents et tout ça. Il vient pas dans les lives, il est jamais disponible. Il mange à la table d'héros. Je vous lis un petit peu ce que je me suis marqué en Bien tête sûr, bien sûr. pour être clair Après, et on direct. argumentera. Voilà, et après, je lance le débat et après, voilà. Alors, moi, j'ai marqué garde un emploi affectif. Ferme sa bouche. On l'a, on l'a pas entendu une seule fois. Il mange à la table d'héros. Même avec les incidents, il n'a pas parlé. Je respecte le joueur qu'il a été, mais l'homme qu'il est devenu. Bon, voilà, 3 petits points, j'ai marqué. Même Amoros, sur le Football Club de Marseille, l'a critiqué. Il le reconnaît pas. Son rôle actuel, je le connais pas. Alors on parle d'ambassadeur. Bon, moi j'appelle ça petit four, emploi affectif, intérêt personnel. Bref, après on débattra dessus. Il prend jamais la parole. Ouais, ben ça on l'a bien compris. On le voit plus en tribune depuis qu'il n'y a plus Jacques Henri. Boli s'en tape de l'OM. Ça c'est mon avis personnel. Et le mec est ambassadeur de l'OM, mais il vit à Paris. Bon, ben ça, c'est son choix. Il vit à Paris, ben c'est son choix. Euh, et il est dans la liste de Thiriès pour le poste à la FF. Il fait même des pubs, excusez-moi du terme, des pubs pour Thiriès, soutien à Frédéric Thiriès pour le foot amateur, etc. Il cherche ses intérêts, j'ai marqué. Voilà. Bon, grosso modo, je lance le débat par rapport à ça. Voilà. C'était un petit peu mon coup Ouais. de gueule. Voilà. Mais qui, Qu'est-ce que alors, vous en attends, Milo. pensez? Oui, moi, je suis d'accord avec Ouais, moi, dans les grandes lignes, honnêtement, je suis d'accord avec toi. Mais qu'est-ce que tu aurais voulu qu'il fasse de plus ou qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ce mec-là, il se moque de nous? Alors, imagine, Vince, mets Dimeco à la place ou Olmeta ou un mec comme Amoros à sa place. Juste entre nous, hein, tu te dis, allez, on enlève Basile Boli parce qu'il a marqué son but au bon moment, mais en fait, on ne prend pas en compte que c'est un collectif et tout ça. On retient que son but. Ok, merci, c'est bien. Bon, il est ambassadeur, c'est Jacques Henriero qui l'a choisi et tout ça, mais demain, avec les incidents, ce qui se passe au club depuis des mois et des mois et des mois et des semaines. Demain, tu mets Amoros à la place ou Olmeta ou Dimeco, je pourrais t'en dire d'autres, hein, mais c'est les 3 ou 4 personnes qui me viennent parler. Voilà. Tu penses qu'ils seraient dans l'indifférence comme ça, qui communiquent pas, qui partagent pas, qui s'expriment moi, non. pas? On a bon, Ah, voilà. C'est juste ça que je demandais. Essayez de comprendre. ah, ouais, déjà, je reviens sur la question de Vince qui a dit qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus, mais en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il n'a rien fait hein, depuis qu'il est arrivé.
Basile Boli, clairement, je sais même pas pourquoi on dirait il est plus là ou. Bah d'ailleurs, il est plus trop là, mais je veux dire, il a rien fait. Mais par contre, il n'y a y a- plus de petits fours Ah non, mais il a rien fait. à l'OM. Il a absolument Les rien petits fait. fours, c'est fini. Il a vidé le frigo. Bon. Moi, je vais vous poser une question simple. Les enfants, pardon, les gars, j'ai les enfants pas loin. Mais est-ce que finalement, il n'a pas été embauché parce qu'on connaissait sa personnalité, parce qu'on voulait, quand je dis on, c'est pas nous, évidemment, la direction voulait quelqu'un qui ne fasse pas de vagues. Ouais. Si, c'est la ça. direction veut C'est sûr. comme c'est ça. ambassadeur un Dimeco, un Amoros. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, Lucas. s'ils ont Boli, qui savait très bien que Basile Boli, ben, il resterait le doigt sur la couture, et puis voilà, et il poserait pas de problème en termes de communication, Ouais. etc. Quand la Juve, ils ont Nedved pour les représenter en Ligue des Champions avec la classe, nous, on a Boli qui s'arrête. C'est parfait. Je relais ce que dit Minou. On aurait aimé, quand je dis nous, les supporters, les observateurs, enfin, etc., on aurait aimé qu'à un moment donné, il y ait une forme de rébellion. Bon, maintenant, attaché à cette ferveur. Les gars, ouais, je lis un peu les commentaires en bas. Apparemment, il y a des gros bugs. Bugs techniques. Ouais, c'est bizarre. Bug. Robin, est-ce que tu peux regarder de ton côté s'il y a des soucis? Parce que ça m'étonne. Ouais, là, tout le monde bug, apparemment. Apparemment, c'est haché le son de ce que je vois. Ça coupe grave. Ça remarche. Ça remarche. C'est bon, le méta, Ouais. c'est bon. Ça revient, ok. Je pense que le sujet Boli, il fait bugger. Hein. Il y a tellement rien fait à l'OM que. C'est clair. Non, mais... Du coup, Vince, si c'est bon. c'est possible Vas-y. de rebondir sur cette Ah, remarque. bien sûr. Alors oui, effectivement, par rapport aux derniers événements, limite l'événement le plus triste, en fait, c'est la non-position de Basile Boli durant les incidents de la commanderie. Parce que, effectivement, on sait qui on a en face avec JHE Ouvrard et tout le premier cercle, mais on s'attendait réellement à ce que Basile Boli calme un certain nombre de personnes avec son aura, avec son vécu. Après, ce qu'on constate aussi de Basile Boli depuis qu'il est là, c'est qu'effectivement, ça a été un grand joueur de l'Olympique de Marseille, qu'il a été un leader sur le terrain, mais qu'il n'a jamais été un leader en dehors, et que ça n'a pas changé en tant que dirigeant. C'est là où moi je suis assez d'accord avec le point de vue de Gilles. Je pense qu'il a été mûrement réfléchi, ce choix-là, de prendre quelqu'un qu'on sait qu'on va avoir une caution affective avec le public, mais que d'un autre côté, ne va jamais aller contre sa direction et son employeur, et ne va pas spécialement se positionner de façon tranchée sur des sujets. Donc ça, c'est aussi la stratégie de de bien diviser pour mieux régner, que JHE et son cercle affectionne plus particulièrement depuis des mois, voire des années à l'OM. Moi, si je peux me permettre, parce que j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, on le fait passer pour le petit gars gentil, tout ça. Faut pas oublier que si Dimeco, bon, on dit Dimeco parce que c'est vraiment Dimeco de quoi il s'agit, mais faut pas oublier que si Dimeco et d'autres anciens de cette épopée-là n'ont pas pu accéder ou n'ont pas pu avoir de contrat à l'Olympique de Marseille, c'est en partie à cause de Basile Boli. Ok, alors peut-être comme il a dit Gilles, il a très bien dit, ça a arrangé un peu tout le monde, mais les enfants, je suis là. Oui, tu es là. Ah, pardon, ça a bugué, je crois. C'est pas grave. Après, faut pas oublier que c'est lui qui avait dit à Jacques-Henri Hérault de ne pas prendre Dimeco, etc. Autre point, quand on dit c'était un leader à l'époque, Boli, il n'a jamais été leader à l'époque. Dimeco, c'était un leader. Moser, c'était un leader. Mais Boli, ça n'a jamais été un leader. Au contraire, quand on joue la finale,
Faut pas oublier qu'au bout de 27e minute ou 28e minute, il se fait mal à la cuisse. Et la première chose qu'il dit, je veux sortir. Si c'est pas Tapi en haut à la radio qui dit interdiction qui sort du terrain, Boli sort. Donc voilà, après, c'est plein de détails là. Peut-être que ces détails-là, je l'ai dit aujourd'hui parce que je suis extrêmement déçu de lui, comme a dit Milou. Mais c'est des détails qu'il ne faut pas oublier. Merci pour son coup de boule, mais comme il a très très bien dit Milou, ok, il met le coup de boule, il gagne, il permet de mener 1-0, mais derrière, tu as une deuxième mi-temps, et si tu n'as pas 11 mecs qui jouent comme des chiens pour te ramener la coupe à la maison, la finale, tu la gagnes jamais. Donc après, il ne faut pas oublier aussi ça. Donc voilà, Boli, je suis extrêmement déçu parce que ça a été, excusez-moi l'expression, un peu le toutou de Jacques-Henri Hérault, et surtout comparé au tweet qu'il avait fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Mourad Boudjelal